Messieurs, mesdames, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui un tout petit peu de ce qu'on fait à la Faculté des Sciences à l'Université libanaise à propos de la problématique de l'eau, particulièrement la problématique des eaux de surface. Donc je vais vous présenter les eaux de surface, une grande question qui se pose à ce niveau. Est-ce que sous le développement socio-économique, est-ce que cette eau de surface va persister ou bien elle va se transformer en eau usée? Donc avant de commencer, bien sûr, j'aimerais bien mettre le contexte des ressources hydriques au Liban dans un contexte régional, parce que le Liban est situé dans une région qui souffre ou va souffrir de pénurie, de stress hydrique, et bien sûr, les ressources en eau sont assez vulnérables. En même temps, ça va devenir un secteur rapidement influencé par la géopolitique de la région. Donc l'eau peut être une cause de guerre et aussi peut-être un outil de guerre. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois au Liban à la guerre de juillet, avec une destruction de plein des stations de pompage, des réservoirs et d'une centaine de kilomètres des réseaux de distribution. Donc, dans des contraintes externes assez pressantes, aussi, il y a la vulnérabilité du secteur de l'eau à l'intérieur. En fait, parmi les 300 000 mètres cubes, 3 000 mètres cubes par an qui circulent dans les réseaux hydrographiques du Liban, 30% dans la région de Beyrouth, on a besoin au moins de la moitié chaque année, mais malheureusement, cette moitié n'est pas aussi accessible parce qu'il y a des pertes dans des réservoirs ou bien dans des aquifères karstiques, des pertes parce qu'on a un pondage assez élevé et une pente assez importante qui conduit à la perte de l'eau vers la Méditerranée. Donc, une surexploitation des eaux souterraines, bien sûr avec toute la problématique générée, l'intrusion marine et bien sûr le transfert des polluants. Donc la croissance démographique, comme vous connaissez tous, c'est autour de Beyrouth et du Mont Liban particulièrement, ce qui génère un développement anarchique et un stress environnemental où on va trouver l'eau, l'atmosphère et le sol qui sont largement impactés. Donc, à titre d'exemple, 62% des industries sont dans la région de Beyrouth et aux alentours de Beyrouth. Donc, on a une dispersion importante des polluants, que ce soit dans le milieu récepteur, je parle des eaux de surface, et aussi sur le milieu littoral et vers la Méditerranée. Donc, dans ce contexte socio-économique, on trouve bien que la plupart de nos bassins versants se trouvent sur une bande étroite, sur le littoral méditerranéen, avec une densité de population particulièrement dense dans la région de Beyrouth et ses alentours. Donc, en résultat, on va trouver un cumul des problèmes de pollution au niveau de ces eaux de surface, particulièrement dans les régions estuariennes. Donc, toute supposition d'une relation entre l'indice de l'évolution de l'environnement et l'indice de l'évolution socio-économique va être désastreux. Pour quelle raison? Parce que vous avez l'évolution, que ce soit de la qualité socio-économique et l'évolution de la qualité de l'environnement. Donc tout développement socio-économique au début va être avec un prix assez cher pour l'environnement. Donc c'est une dégradation régressive. En même temps, si l'activité socio-économique arrive dans son apogée, elle ne peut pas continuer à faire une progression évolutive. Elle va rejoindre aussi la dégradation de la qualité de l'environnement. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait comme recherche à la Faculté des Sciences, à l'Université libanaise? En fait, on est intéressé par le compartiment sol, sédiment, eau, donc pratiquement l'interface solide-liquide, que ce soit dans des environnements naturels, dans des écosystèmes anthropisés par des activités agronomiques et par des écosystèmes qui sont anthropisés par le développement urbain. Donc, on est intéressé à comprendre
la problématique de l'eau dans une matrice que vous connaissez tous. C'est une matrice assez complexe. On établit des stratégies, les objectifs, la méthodologie et ensuite on cherche à comprendre les mécanismes. Et cela, bien sûr, à toute échelle, dès l'échelle atomique, dès l'échelle alimentaire, vers l'échelle moléculaire, ensuite vers l'échelle du fonctionnement d'un système, la compréhension, comment ça fonctionne pour proposer un mécanisme et comment évolue ce mécanisme dans l'axe de temps et dans l'axe de lieu. Donc, on n'est pas très intéressé à chercher les normes parce que les normes, ce sont des valeurs qui peuvent changer avec le temps, qui peuvent être améliorées dans les réglementations, les caractéristiques aussi. Donc nos objectifs, c'est de chercher les mécanismes et de comprendre les mécanismes et améliorer la compréhension des mécanismes. On a les outils technologiques, on a des objectifs qui tournent autour de l'analyse des impacts, de faire des biosurveillances, de monitoring dans le milieu environnemental, l'analyse aussi des eaux, que ce soit des eaux de surface ou bien des effluents urbains. Aussi, on cherche à identifier les cycles biogéochimiques des polluants qui existent dans notre ville ou bien qui existent dans le milieu naturel. Donc, les thématiques abordées, c'est l'analyse, le transfert, la mobilité des polluants et d'identifier les cycles des polluants dans notre environnement. Donc, juste à titre d'exemple, en termes de méthodologie qu'on aborde, c'est une particule qu'on a trouvée dans les eaux de surface, en profondeur, dans les sédiments. Donc c'est une particule qu'on a pensé toujours qu'elle est le résultat d'une formation hydrothermale ou épithermale, mais en réalité c'était la production bactérienne. C'est une production bactérienne qui représente les sulfures de fer, les pyrites, qui transportent les métaux lourds dans les eaux de surface. Donc on est intéressé à cette échelle parce que croyez-moi qu'à partir de cette échelle, on peut trouver des mécanismes qui peuvent être à l'échelle d'un réservoir, à l'échelle d'un lac ou bien à l'échelle d'un réseau d'assainissement. Donc, réellement, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur des eaux de surface impactées par les activités d'agriculture. On fait le monitoring des eaux de surface à l'échelle annuelle et à l'échelle de cycle pluriannuel. Bien sûr, pour chercher la nature de l'eau, l'évolution de l'eau, surtout dans les périodes de first flash, parce qu'on ne peut pas généraliser et dire c'est une eau polluée. Il faut préciser quand est l'eau polluée, pourquoi l'eau est polluée et au niveau de cycle annuel, c'est quoi l'impact de cette pollution. Donc, on ne cherche pas seulement la strate supérieure de l'eau, parce que la compréhension de ce qui se passe dans une colonne d'eau nécessite de nous de travailler en profondeur à une échelle métrique et décamétrique. Qu'est-ce qui se passe au niveau des paramètres biologiques, au niveau des paramètres physiques ou bien au niveau des paramètres physico-chimiques. Mais ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était la caractérisation fine par les moyens de la géochimie isotopique, et on a utilisé sur un réservoir artificiel les analyses de géochimie isotopique, les isotopes stables de thérium et oxygène au 18. Et ce qui était très étonnant pour nous, c'est qu'on a tombé sur un modèle qui montre que l'eau dans un réservoir, dans tel réservoir, était une eau stratifiée. Et la stratification de l'eau a une très grande signification à l'échelle des cycles biogéochimiques et du fonctionnement des réservoirs. Particulièrement, on est situé dans des régions arides, des régions semi-arides, donc avec des fluctuations de température importantes, de croissance biologique très importante. Donc, cette méthode va nous conduire à relever des réflexions au niveau des barrages qui sont en cours de construction et à relever des réflexions aussi au niveau des barrages en construction à l'échelle régionale. Il faut faire attention, on n'est pas dans des
dans un pays où l'eau et les fluctuations de température montrent certaines limites. Pendant l'été, on peut arriver à des températures de 30 degrés, de 35 degrés, et une telle stratification peut être un milieu d'évolution assez importante à l'échelle de la pollution. Donc, globalement, c'est une approche qu'on voit au niveau des eaux de surface, mais je veux répondre à la question, est-ce que les eaux de surface vont devenir de l'eau usée? Donc, pour répondre à cette question, on a pris trois collecteurs des eaux usées qui se trouvent dans la région de Beyrouth et ses alentours, et pratiquement la rivière, le fleuve de Beyrouth aussi en a pris comme site d'échantillonnage. Donc, le collecteur a jouni avec l'urbanisation intensive et bien sûr le collecteur à Anteliès et pratiquement les émissaires de la station de pré-traitement des eaux usées à Al-Ghadir et le lit d'eau de la rivière de Beyrouth. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé au niveau des paramètres indicateurs de la contamination en eau usée? Donc, si vous observez avec moi un peu les analyses de la matière en suspension ou bien de la matière volatile qu'on trouve dans les eaux usées, à Jouni, à Al-Ghadir, à Anteliès et à fleuve Beyrouth, donc on trouve une variabilité de fleuve de Beyrouth qui est très proche de la variabilité au niveau du collecteur de l'eau usée à Anteliès. C'est la même chose au niveau de la matière volatile. Donc c'est une bonne indication, si vous voulez, que ce qui circule dans le fleuve de Beyrouth, ce n'est que de l'eau usée, avec les mêmes caractéristiques de ce qui se trouve dans le collecteur des eaux usées à Anteliès. Donc, on généralise avec des paramètres un peu plus poussés, c'est la teneur en matière organique dégradable, donc la demande chimique en oxygène, et vous trouvez aussi que le fleuve de Beyrouth, il est presque aligné avec tout ce qui se passe au collecteur de Jouni à Anteliès, à la station de traitement des eaux usées à Al-Ghadir, et particulièrement cette matière organique qui se trouve dans l'eau, elle est à l'état dissoute, donc plus facilement biodisponible pour la vie aquatique, ce qui est dangereux. Donc, à l'échelle de la demande biochimique en oxygène, on trouve exactement le même comportement et la même chose. Encore une fois, c'est le fleuve qui a les mêmes caractéristiques des collecteurs des eaux usées. Donc, juste une petite observation. À l'échelle du temps, pendant une semaine, on a analysé la matière en suspension dans le fleuve de Beyrouth. Pendant 2 semaines pris au hasard, pendant la période estivale, on trouve des fluctuations en fonction du temps. Mais mémorisons un peu ce qu'on voit ici par rapport à ce qu'on va voir dans le collecteur de Jouni, des eaux usées. Vous trouvez la même variabilité, vous trouvez les mêmes pics, donc le même comportement, comme si c'est de l'eau usée qui circule dans le lit de fleuve de Beyrouth. Donc ce sont des pics qui sont liés aux activités anthropiques au cours de la journée, matinée, au cours de la déjeuner, le soir, quand tout le monde rentre à la maison. Donc vous trouvez les pics et les variabilités qui sont typiques dans les eaux usées et aussi dans le fleuve de Beyrouth. À l'échelle de la contamination métallique, vous trouvez aussi le transport métallique dans le fleuve de Beyrouth. Il est beaucoup plus important même que dans le collecteur, et tous représentent des pollutions en pourcentage à l'échelle dissoute. Donc le métal à l'échelle dissoute a un plus grand impact dans l'environnement qu'à l'échelle particulière, parce qu'à l'échelle dissoute, il est susceptible d'être mobilisé par voie biologique et entrer dans la chaîne alimentaire aquatique. La même chose pour le chrome, mais ce qui est étonnant, c'est que le chrome à Beyrouth a une échelle de 1200 microgrammes par litre, alors que le chrome à Jouni ne dépasse pas le 80. Donc c'est un peu étonnant. Mais quand vous connaissez que
à la rivière de Beyrouth, le fleuve de Beyrouth, les rejets des sels de chrome utilisés en tannerie, finalement, sont assez étendus dans le fleuve, ce qui explique bien la teneur en chrome assez élevée dans le fleuve de Beyrouth. Donc, le plomb, c'est le même comportement, mais c'est juste pour évaluer un peu c'est quoi le rejet journalier des éléments lourds dans le fleuve de Beyrouth ou dans un collecteur des eaux usées. On trouve que dans le fleuve de Beyrouth, il y a des rejets d'environ 20 à 21 kg de chrome qui sont rejetés tous les jours. Du zinc, 20 kg, du cuivre, du cadmium, du lead, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, c'est normalisé en fonction du flux de la rivière pendant la période de prélèvement. Et là, je veux, à titre indicatif, transférer la technologie de traitement biologique utilisée en Europe pour faire la dépollution des eaux qu'on a au Liban. On peut tomber sur de bons rendements, mais je relève une très grande question qui est très importante. Est-ce que nos eaux usées sont traitées de la même façon de ce qui se passe en Europe? La réponse est non. Pourquoi non? Parce que, au moins dans la région de Beyrouth, la conductivité de l'eau, c'est très proche de la conductivité de l'eau de mer. C'est 6 millisiemens. En 6 millisiemens, on ne peut pas travailler par un traitement biologique. Ce n'est pas une bonne solution pour faire le traitement, pour adopter le traitement biologique seulement en transférant la technologie de l'extérieur. Donc, j'oublie pas à la fin, juste pour dire que le composant qui nous intéresse aussi dans le cycle biogéochimique des polluants, ce sont les sédiments, parce que les archives sédimentaires, comme vous connaissez tous, les archives sédimentaires, c'est la mémoire indicative qui nous montre qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'histoire des bassins versants. Donc, on collecte les sédiments à différentes profondeurs, on les analyse, on voit l'évolution des polluants, et là, il faut faire attention parce que ce sont des résultats trompeurs. Méfiez-vous quand vous trouvez des concentrations élevées de dire que c'est une pollution par rapport à ce qui est en rouge. Il faut normaliser toujours par rapport au fond géochimique pour exactement dire est-ce qu'on a une pollution ou non dans les profondeurs, dans les archives sédimentaires. Encore une fois, l'approche géochimique, les isotopes de plomb, c'était un très bon indicateur sur l'identification des sources de pollution, et vous voyez très bien par rapport aux régions de collecte qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source, la pollution diminue. Donc on peut culpabiliser pratiquement les gens qui travaillent au niveau des sources pour dire qu'ils sont des émetteurs, ils sont des gens qui rejettent de la pollution. Donc, juste pour en finir par, on est capable de modéliser le transfert des polluants à l'échelle des industries. On peut et on a identifié la source de pollution et de l'uranium. Normalement, on pense qu'on n'a pas de l'uranium, mais il y a un fond géochimique assez élevé de l'uranium dans certaines régions, dans certaines activités industrielles, et vous trouvez le transfert et les sources de l'uranium par rapport au fond géochimique. Particulièrement, on peut identifier le polonium aussi et son accumulation. Ce sont des moyens d'accumulation qui ne sont pas seulement liés à la dissolution et à la solubilisation et au transfert des polluants, mais aussi sont liés à la direction du vent, au transport de poussière et à la déposition de poussière autour des régions contaminées. Donc, finalement, je n'ai qu'un souhait, c'est qu'on a besoin de la connaissance de tout le monde pour poser et relever des questions scientifiques et résoudre des problèmes. On ne peut pas travailler sur des axes binaires à l'échelle de la stratégie de niveau d'organisation, ça veut dire des organismes qui travaillent dans le domaine, et de la multidisciplinarité. La combinaison des trois axes va conduire à la bonne gestion du secteur de l'eau. Donc, ça ne suffit pas de penser tout seul, il faut penser avec tout le monde pour trouver des solutions. Je vous remercie.